On l'a jeté dans un ruisseau glacé, enveloppé dans un sac et laissé à l'agonie. Mais un cow-boy a entendu un murmure à peine perceptible, et ce son a tout changé. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Voyons jusqu'où cette histoire ira. Wade Collins n'avait pas pleuré depuis 9 ans. Non parce qu'il se considérait comme un homme plus fort que les autres, mais parce qu'en lui quelque chose s'était définitivement figé, comme une terre après un gel trop profond. Depuis le jour où il avait enterré sa femme et sa petite fille dans cette terre battue par les vents de l'ouest du Texas, il avait appris à vivre sans laisser ses souvenirs s'approcher de son cœur. Il respirait, travaillait, dormait, se levait avant l'aube et se couchait après le coucher du soleil, mais il ne vivait plus vraiment. Tout ce qui, autrefois, faisait de lui un homme entier avait été remplacé par une discipline sèche et silencieuse. Il avait été rangé. Il avait vu la violence, la faim, les incendies, la misère humaine sous toutes ses formes. Il avait vu des hommes mourir et d'autres se briser sans laisser de traces. Mais rien ne l'avait préparé à la perte de ce qui donnait un sens à chaque retour à la maison. Après les funérailles, il avait quitté la route, quitté les hommes, quitté les conversations inutiles. Il avait construit une petite cabane à la périphérie du bourg de Redview et s'y était installé comme on se retire du monde. Là, il s'était créé une existence réduite à l'essentiel, persuadé que tant qu'il resterait occupé, la douleur ne trouverait pas le chemin pour revenir. Chaque jour se ressemblait. Il vérifiait les clôtures, inspectait le bétail, réparait ce qui cassait, nourrissait les chevaux. Sa maison était propre, ordonnée, presque austère. Rien n'y rappelait une présence féminine ou enfantine. Pas de photos exposées, pas d'objets inutiles. Tout avait une fonction. Rien n'avait pour rôle de réchauffer l'âme. Les habitants de Redview le connaissaient comme un homme taciturne, poli mais distant, quelqu'un qu'on respecte sans chercher à comprendre. Cela lui convenait. Moins les gens lui parlaient, moins il risquait de sentir ce vide immense qu'il portait en lui. L'hiver de 1888 arriva plus tôt que prévu. Les nuits devinrent dures et transparentes, comme si l'air lui-même se transformait en verre. Les ruisseaux commencèrent à geler, la terre se durcit sous les pas, et même les animaux semblaient ressentir une inquiétude sourde, une tension que personne ne pouvait nommer. Wade connaissait ces signes. Il savait que la nature, avant de frapper, avertissait toujours ceux qui prenaient le temps de l'écouter. Un matin, avant que le soleil ne perce l'horizon, il partit faire sa tournée habituelle à cheval. Il suivait le cours gelé de Hampton Creek, un endroit qu'il connaissait par cœur, un point de repère banal dans son quotidien. Rien n'aurait dû l'arrêter ce jour-là. Il avançait d'un pas régulier, concentré sur son travail, quand un son presque imperceptible traversa le silence. Ce n'était ni le cri d'un animal, ni le bruit du vent. C'était quelque chose de plus fragile, de plus incertain, un murmure si faible qu'il aurait pu passer pour une illusion. Son cheval ralentit brusquement, les oreilles adressées. L'animal tirait légèrement vers le ruisseau, nerveux, comme s'il percevait un danger ou un appel que Wade n'arrivait pas encore à comprendre. Il s'arrêta, écouta de nouveau. Le son revint, bref, étouffé, à peine audible. Instinctivement, Wade mit pied à terre. Il pensa d'abord à une bête piégée, peut-être blessée. Mais quelque chose dans ce bruit lui serrait la poitrine d'une manière étrange, presque douloureuse. En s'approchant de la berge, il aperçut un sac grossier en toile de jute coincé entre des branches et des racines gelées. Le sac bougeait à peine, par à-coups, comme si ce qu'il contenait n'avait presque plus de force. Le froid mordait ses doigts, le vent lui fouettait le visage, et l'eau, même de là où il se tenait, semblait hostile et mortelle. Pendant une fraction de seconde, une pensée traversa son esprit, simple et cruelle. Descendre là-dedans pouvait le tuer. Mais cette pensée ne pesa rien face à l'autre, plus lourde encore. S'il n'y allait pas, ce qui était dans ce sac mourrait à coup sûr. Il entra dans l'eau glacée sans réfléchir davantage. Le froid le frappa comme un coup de massue, lui coupant le souffle. Ses jambes s'engourdissaient déjà quand il se pencha pour défaire les nœuds. Ses mains tremblaient, maladroites, mais il tira, déchira la toile, ignorant la douleur qui remontait le long de ses bras. Lorsqu'il ouvrit enfin le sac, le monde sembla se figer autour de lui. À l'intérieur se trouvait un bébé, une petite fille d'environ 8 mois. Sa robe fine était trempée, collée à son corps minuscule.
Sa peau était glacée, ses lèvres bleutées, et sa respiration si faible qu'elle semblait sur le point de s'arrêter à chaque instant. Pourtant, lorsqu'il la souleva, ses doigts minuscules se refermèrent autour de son manteau avec une force surprenante, comme si, au plus profond d'elle-même, quelque chose refusait de lâcher prise. À cet instant, la carapace que Wade avait bâtie pendant des années se fendilla. Le poids de ce corps fragile contre le sien, ce contact, cette vie suspendue à quelques secondes, réveillèrent en lui une douleur qu'il avait cru ensevelie à jamais. Il enveloppa la fillette de son manteau, la pressa contre sa poitrine, utilisant sa propre chaleur comme un rempart contre la mort. Sans penser au froid qui le paralysait, il sortit de l'eau et se dirigea vers son cheval, mu par une urgence primitive. Le trajet jusqu'à la maison du docteur Ezra Hudson lui parut à la fois interminable et terriblement court. Le vent sifflait, la neige crissait sous les sabots, et Wade ne sentait plus ses doigts. Tout ce qu'il percevait, c'était la respiration irrégulière du bébé contre lui. Le docteur comprit immédiatement la gravité de la situation. Il n'y eut pas de paroles inutiles, seulement des gestes rapides et précis. Hypothermie sévère, risque d'infection, danger immédiat pour la respiration. Le bébé devait être réchauffé lentement, avec une extrême prudence, sous peine de ne pas survivre au choc thermique. Wade resta là, immobile, pendant que le docteur travaillait. Chaque mouvement du bébé semblait dépendre de sa présence. Dès qu'il s'éloignait, la fillette s'agitait, son souffle devenait irrégulier. Il resta donc, assis près du lit, sans poser de questions, sans se plaindre. Pour la première fois depuis des années, il ne cherchait pas à fuir ce qu'il ressentait. Il veillait. Lorsque le pire fut écarté, une nouvelle réalité s'imposa. Un homme seul, même fort et déterminé, ne pouvait s'occuper d'un nourrisson jour et nuit. C'est alors que Mabel Reed entra dans la pièce. Ancienne institutrice, veuve depuis 4 ans, elle avait perdu son mari et son fils dans un accident qui l'avait laissé vide, tout comme Wade. Elle n'était venue que par curiosité, attirée par l'agitation inhabituelle. Mais lorsqu'elle vit l'enfant, quelque chose se brisa en elle. Elle tenta d'abord de se reculer, consciente du danger de s'attacher à nouveau. Pourtant, quand le bébé se calma dans ses bras, Mabel comprit qu'elle ne pourrait pas faire semblant. Les jours et les nuits qui suivirent furent faits de fatigue, d'apprentissage et de silence partagé. Dans la petite pièce derrière le cabinet du docteur, Mabel montrait à Wade comment nourrir l'enfant, comment reconnaître les pleurs, comment tenir sans trembler. Il écoutait, appliquait, maladroit mais attentif. Entre eux naquit une confiance discrète, forgée par la responsabilité et la douleur commune. Le 3e jour, la petite fille sourit. Ce sourire, minuscule et fragile, transforma tout. Ils lui donnèrent un nom, Hope, parce qu'elle avait survécu là où personne n'aurait parié sur elle. Parce qu'en elle, sans le savoir, elle avait déjà rendu quelque chose à 2 adultes qui avaient cessé de croire en l'avenir. Et tandis que la nouvelle commençait à se répandre dans le bourg, Wade sentit, sans encore l'admettre, que ce sauvetage n'était que le début d'une histoire bien plus grande. Une histoire qui allait bientôt attirer des regards dangereux. Le lendemain du jour où Wade Collins avait entendu ce murmure au bord de Hampton Creek, Redview n'était déjà plus tout à fait le même. Au début, ce ne furent que des phrases échangées à voix basse, des regards qui s'accrochaient à lui un peu trop longtemps lorsqu'il passait près de l'épicerie ou du maréchal Ferrand. Puis le récit se mit à circuler, grossissant à chaque bouche, comme le font les histoires dans les petites villes où l'hiver allonge les soirées et où la moindre anomalie devient une légende. On racontait qu'il avait trouvé un sac pris dans les racines, qu'il était entré dans l'eau jusqu'aux genoux malgré la glace, qu'il avait ramené un bébé presque mort. On ajoutait, selon l'humeur, qu'il s'agissait d'un miracle ou d'un avertissement. Et très vite, le nom qu'ils avaient choisi, Hope, passa lui aussi de maison en maison, comme si le simple fait de le prononcer réchauffait les murs. À l'intérieur du cabinet du docteur Ezra Hudson, la vie, elle, ne laissait aucune place aux commentaires. La petite fille gagnait chaque jour un souffle plus régulier, un regard plus stable, une chaleur qui ne dépendait plus seulement des mains posées sur elle. Mabel Reed restait près du lit, attentive à tout, se levant au moindre gémissement. Wade, de son côté, demeurait souvent assis sans bouger, comme un homme qui aurait peur qu'un seul pas en arrière fasse tout s'effondrer. Il découvrait un rythme qu'il ne connaissait pas, celui d'un nourrisson,
fait de besoins immédiats et de fragiles progrès. Ce rythme l'obligeait à rester présent. Il ne pouvait plus se réfugier dans la solitude qu'il avait cultivée si longtemps. Mais plus la fillette se rétablissait, plus l'existence de ce nouveau trio devenait visible. Et ce que Redview voyait, ce n'était pas seulement un sauvetage. C'était un homme et une femme réunis par un enfant, sans alliance, sans cérémonie, sans que la société locale ait eu son mot à dire. Certains, les plus durs, froncèrent les sourcils comme si la moralité du bourg était menacée. D'autres, plus nombreux qu'on ne l'aurait cru, se souvenaient simplement de l'essentiel. Une vie avait été arrachée à la mort, et ce fait-là pesait plus lourd que les règles non écrites. Pourtant, même chez ceux qui approuvaient, une prudence subsistait. Redview avait ses hiérarchies, ses hommes importants, ses dettes, ses silences. Il suffisait qu'une histoire touche à ce qui ne devait pas être touché pour que la sympathie se change en inquiétude. Wade s'efforçait d'ignorer les chuchotements. Il n'avait pas l'habitude de vivre sous le regard des autres, et il n'y prenait aucun plaisir. Pourtant, il sentait bien que, depuis qu'il avait ramené Hope, les regards le suivaient différemment. Ce n'était plus l'indifférence respectueuse accordée à un homme solitaire, c'était une attention qui cherche quelque chose, qui hésite entre la compassion et la curiosité. Mabel aussi le percevait, et cela la mettait mal à l'aise. Elle avait connu la douceur de l'ombre après son propre deuil, et elle savait combien l'exposition peut être brutale, même lorsqu'elle se part de bonnes intentions. Un après-midi, alors que la lumière pâle glissait sur les vitres du cabinet, le shérif Owen Birch arriva. Il ne fit pas comme les autres, ne demanda pas d'abord comment allait l'enfant, ne se laissa pas entraîner par l'émotion du moment. Son visage portait cette tension particulière des hommes qui ont vu venir un danger et qui cherchent encore la meilleure façon de le dire. Il retira son chapeau, resta près de la porte, comme s'il craignait d'être surpris ici, puis posa son regard sur Wade avec une gravité qui fit taire, d'un seul coup, toute chaleur dans la pièce. Il parla bas, sans détour. Depuis 2 jours, disait-il, des gens posaient des questions sur un nourrisson disparu. Pas de recherche officielle, pas d'avis placardés, pas de larmes publiques. Au contraire, une recherche discrète, menée par des intermédiaires, avec des promesses d'argent pour toute information utile. On demandait de régler ça calmement, comme on règle une affaire embarrassante. Les mots eux-mêmes avaient une odeur de poison. Wade sentit la nuque se raidir. Dans sa vie, il avait connu les hommes capables de faire disparaître les problèmes. Il savait reconnaître, au ton d'un shérif, ce qui relève de la simple inquiétude et ce qui annonce quelque chose de plus sombre. Owen Birch hésita une seconde, puis prononça le nom qui comptait. Harland Crawford, le juge et maire du comté, le propriétaire de la banque, l'homme qui possédait des terres, des boutiques et surtout des créances sur des vies entières. Quand Crawford voulait quelque chose, il l'obtenait. Non par la force brute, le plus souvent, mais par cette force plus efficace qui s'appelle la loi lorsqu'elle a été achetée, tordue, rendue docile. Le shérif n'accusait pas ouvertement. Il ne disait pas « Il vient pour vous », comme on le dirait d'un bandit. Il disait seulement que le nom de Crawford circulait derrière les questions. Et cela suffisait à faire descendre un froid différent dans la pièce, un froid qui ne venait pas de l'hiver, mais de la conscience d'être face à une puissance qu'on ne combat pas avec un simple courage. Après le départ du shérif, Mabel resta un long moment silencieuse. Wade regardait Hope, qui dormait enfin d'un sommeil plus paisible, et il se surprit à penser que la glace du ruisseau n'était peut-être pas la plus grande menace. Il n'avait pas sauvé l'enfant pour la livrer ensuite à des mains inconnues. Pourtant, il ne pouvait pas encore savoir contre quoi il s'opposait. Ce que Owen Birch avait annoncé n'était qu'une ombre. Il fallait une vérité, quelque chose de concret, où l'ombre finirait par avaler tout le reste. La vérité vint, comme viennent souvent les choses décisives, par une porte entr'ouverte et une voix qui tremble. C'était une femme que Wade n'avait jamais vue, ou, s'il l'avait croisée, il n'y avait pas prêté attention. Elle s'appelait Inès Navarro. Elle demanda à parler à Wade et à Mabel seule, sans le docteur, sans témoin. Ses mains étaient crispées autour de son châle, comme si elle tenait sa propre respiration. Elle n'était pas venue pour se plaindre, ni pour marchander. Elle était venue parce qu'elle n'en pouvait plus. Inès avait travaillé pendant des années dans la maison des Crawford. Pas comme une amie, pas comme une personne qu'on écoute, mais comme celle qu'on emploie et qu'on oublie, sauf quand on a besoin d'elle.
Elle connaissait les pièces, les couloirs, les habitudes, les silences. Elle avait vu des choses qu'on ne raconte pas dans un bourg, parce que les raconter reviendrait à signer sa propre condamnation. Pourtant, depuis qu'elle avait entendu parler d'un bébé sauvé d'un ruisseau, quelque chose s'était mis à hurler en elle, nuit après nuit, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle devait choisir entre sa peur et sa conscience. Elle commença par les mots les plus difficiles. L'enfant s'appelait Hope chez eux, mais dans son sang, elle portait un autre nom, un autre monde. Elle était la petite fille de Harlan Crawford, la fille de Vivian Crawford, la jeune fille que le bourg avait vue grandir, puis qu'il avait cessé de voir du jour au lendemain, comme si elle s'était dissoute dans l'air. Iné raconta Vivian, ses yeux autrefois vifs, son rire, puis la lente transformation en une ombre sous l'autorité écrasante du père. Elle raconta aussi le secret, celui qui, dans une famille de cette stature, ne pouvait pas exister. Vivian avait aimé un homme sans rang, un simple palefrenier, Nathan Cole. Et de cet amour était née une grossesse. Pour Harlan Crawford, ce n'était pas une histoire d'émotion, c'était une menace. Une fille enceinte hors mariage, et pire encore, par un homme qu'il considérait comme inférieur, pouvait fissurer l'image parfaite qu'il imposait à toute la région. La réputation chez lui n'était pas seulement de l'orgueil, c'était une monnaie, un instrument. Il gouvernait autant par l'opinion que par les contrats. Alors il avait décidé de faire disparaître le scandale avant même qu'il ne prenne forme. Vivian avait été envoyée chez des parents sous prétexte de repos. On avait organisé son isolement, on avait surveillé ses sorties, contrôlé ses lettres. Le bourg, comme souvent, avait accepté l'explication la plus simple, parce que l'alternative aurait exigé du courage. Après l'accouchement, Inès le jura, Vivian avait été brisée par une annonce froide. « Votre enfant n'a pas survécu. » On lui avait laissé pleurer une mort inventée, parce que la douleur d'une mère peut servir à la rendre docile. Et pendant que Vivian s'enfonçait dans un deuil sans tombe, Harlan Crawford réglait le problème à sa manière. Inès se mit à parler plus vite, comme si elle craignait que sa propre voix ne s'arrête. Elle nomma l'homme chargé de l'acte final, Royce Miller, un travailleur local, pas un monstre, pas un homme de théâtre, seulement quelqu'un qui avait besoin d'argent et dont la faiblesse était devenue une porte. Inès ne prétendit pas que Miller avait été innocent. Elle dit seulement qu'il n'avait pas eu le courage de tuer de sa main. Il avait choisi la lâcheté la plus commode. Jeter le bébé dans le ruisseau, dans un sac, et laisser le froid faire ce que lui n'osait pas achever. Comme si la nature pouvait être un alibi. Wade écoutait, et chaque phrase avait l'effet d'un coup de couteau. Il revoyait l'eau glacée, les nœuds, les lèvres bleues, les doigts qui s'accrochaient. Ce n'était plus seulement une tragédie anonyme. C'était une tentative de meurtre commandée par l'homme le plus puissant du comté. Et cela donnait au murmure qu'il avait entendu ce matin-là une autre dimension. Ce n'était pas seulement un appel à l'aide, c'était un message que quelqu'un avait essayé d'étouffer. Mabel, elle, sentit une colère froide monter en elle. La souffrance de Vivian la frappait comme un miroir. On lui avait arraché un enfant, non par accident, mais par calcul. Et le bébé qu'elle avait tenu dans ses bras, qu'elle avait nourri goutte après goutte, était devenu, malgré elle, un danger vivant pour ceux qui avaient fabriqué le mensonge. Iné le dit clairement. Si Harlan Crawford cherchait le bébé à présent, ce n'était pas par amour familial, c'était par peur. Hope, en vivant, pouvait prouver ce que personne n'osait dire. Iné demanda pardon, ou du moins elle essaya. Elle ne cherchait pas à se faire pardonner par Wade ou Mabel, mais par elle-même. Elle dit qu'elle avait obéi trop longtemps, qu'elle avait fermé les yeux, qu'elle avait continué à servir le café dans une maison où l'on décidait de la mort d'un nourrisson. Maintenant, elle ne dormait plus. Chaque nuit, elle entendait dans sa tête un pleur qu'elle n'avait pas entendu à l'époque, mais qu'elle imaginait. Quand elle avait appris que l'enfant vivait, elle avait compris que sa dernière chance de ne pas être complice était de parler. Après son départ, la pièce sembla plus étroite. Les murs du cabinet du docteur, qui avait été un refuge contre le froid, prenaient soudain l'allure d'un piège. Wade et Mabel ne pouvaient plus se contenter de veiller un bébé et de se réjouir de chaque sourire. Ils étaient entrés, sans l'avoir voulu, dans une affaire où l'on ne pardonne pas les témoins. Le lendemain, la menace prit une forme officielle, exactement comme Wade l'avait pressenti. Harlan Crawford organisa une réunion à la mairie. Il ne pouvait pas ignorer plus longtemps ce qui circulait,
et il savait que l'autorité s'exerce mieux en plein jour qu'à travers des rumeurs. Dans la grande salle, sous les regards de ceux qui lui devaient de l'argent ou du respect, il apparut impeccable, sûr de lui, entouré de papiers et de certitudes. Il parla d'un nourrisson volé à une parente qui traversait le comté. Il évoqua une famille désemparée, une erreur regrettable, un devoir moral de restitution. Il présenta des documents qui avaient l'air propres, signés, timbrés, comme si le papier pouvait fabriquer une réalité. Wade vit aussi Viviane, debout près de son père. Elle était pâle, son regard fixé quelque part au-delà de la salle, comme si elle n'était déjà plus là. Elle avait l'air d'une femme qu'on tient par une corde invisible. Mabel sentit, en la regardant, une douleur aiguë. Ce n'était pas seulement une mère à qui on avait menti, c'était une femme piégée depuis si longtemps qu'elle avait fini par croire qu'elle n'avait aucune issue. Crawford lança ensuite la menace avec la douceur d'un homme qui sait qu'il n'a pas besoin de crier. Si l'enfant n'était pas rendu dans les délais, il y aurait des poursuites. Le shérif, les juges, les hommes de loi feraient mal leur travail. Ceux qui s'opposeraient seraient traités comme des criminels. Il ne s'agissait pas de convaincre, mais d'écraser. Et dans la salle, Wade comprit à quel point l'argent avait semé la peur. Il vit des têtes se baisser, des mains se serrer. Personne ne voulait être celui qui perdrait sa ferme pour avoir soutenu un homme contre le juge. En rentrant, Wade et Mabel ne parlèrent pas tout de suite. Hope dormait dans la petite chambre, plus forte, plus chaude, mais si petite face à tout ce qui se levait autour d'elle. Wade sentit une ancienne part de lui, celle du ranger, se remettre à compter, à peser, à analyser. Bientôt, Crawford ne se contenterait plus de paroles. Le pouvoir ne recule jamais sans qu'on le force. Ils eurent alors à affronter une question que Wade avait essayé d'éviter depuis le début. Qu'allait-il faire de cet enfant, au-delà de la sauver? La rendre à la famille signifiait la remettre à un homme qui avait payé pour sa mort. Fuir signifiait devenir fugitif, traqué par la loi qu'il contrôlait. Rester signifiait être écrasé par des procédures et des menaces. Il n'y avait pas de choix confortable. Il n'y avait que des choix qui demandaient un prix. Mabel posa la main sur l'épaule de Wade, et ce simple geste fut plus lourd que des promesses. Elle ne disait pas « nous allons gagner ». Elle disait seulement sans parler qu'elle resterait. Et Wade comprit qu'il ne pouvait pas, une seconde fois dans sa vie, laisser la mort décider. Il avait entendu un murmure dans le froid, il avait répondu. Maintenant, il devait répondre encore, autrement, avec la même détermination. Ils avaient besoin d'une vérité qui puisse se tenir debout en plein jour, pas seulement d'un récit qu'on chuchote le soir. Iné avait apporté un secret, mais un secret ne suffit pas pour vaincre un homme comme Crawford. Il fallait des preuves, des voix, des gens prêts à parler. Il fallait trouver Royce Miller, l'homme qui avait porté le sac jusqu'au ruisseau. Il fallait atteindre Viviane, la femme qu'on avait enfermée dans un mensonge. Et surtout, il fallait faire comprendre à Redview que l'affaire ne concernait pas seulement un bébé, mais la manière dont on vivait sous le règne d'un seul homme. Dans le silence de la nuit, Wade regarda Hope, et il se surprit à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Non pas la peur de perdre, mais la volonté de protéger. Le murmure avait ouvert une brèche dans sa solitude. À présent, cette brèche laissait entrer une responsabilité plus vaste, dangereuse, mais lumineuse. Il pensa au ruisseau, à la glace, à ce sac dans les racines. Il se dit qu'il y avait des choses qu'on ne peut pas laisser au destin. Certaines injustices ne s'éteignent pas d'elles-mêmes, elles doivent être arrachées au silence. Et tandis que Redview s'endormait sous le froid, sans imaginer encore l'orage qui approchait, Wade prit sa décision intérieure. Le lendemain, il commencerait à chercher Miller. Mabel, elle, trouverait un moyen d'approcher Viviane. Il n'avait que quelques jours avant que les papiers de Crawford ne deviennent des chaînes. Dans l'ombre des rues du bourg, derrière les fenêtres où l'on priait pour que tout se règle sans secousse, la vérité, enfin, se mettait en marche. Lorsque l'aube se leva sur Redview après la réunion à la mairie, la ville semblait identique à elle-même. Mais Wade Collins savait que quelque chose avait irréversiblement changé. Les rues étaient les mêmes, les façades aussi. Pourtant, un fil invisible s'était tendu entre les maisons, reliant les peurs, les silences et les colères longtemps contenues. La nuit lui avait laissé peu de repos. Il avait dormi par fragments, l'esprit occupé à assembler les pièces d'un puzzle dont chaque image menait à la même conclusion. S'il ne parlait pas maintenant,
S'ils ne forçaient pas la vérité à sortir au grand jour, Arlen Crawford les écraserait un par un, légalement, proprement, sans laisser de traces. Au matin, Wade quitta la maison sans bruit. Hope dormait encore, paisible, et Mabel resta près d'elle, consciente que leurs chemins se séparaient pour quelques heures, mais que leur objectif restait commun. Wade ne partit pas à l'aveugle. L'ancien ranger en lui se réveillait, non par goût du conflit, mais par nécessité. Il savait comment trouver les hommes qui cherchent à se cacher. Il fallait regarder là où personne ne regarde plus, suivre les rumeurs qui n'atteignent jamais la place publique. Royce Miller vivait à la lisière de Redview, dans une maison trop petite pour contenir la honte qu'il habitait. Wade le trouva sans difficulté. L'homme n'opposa aucune résistance. Il semblait presque soulagé de voir quelqu'un venir frapper à sa porte pour autre chose qu'un travail ou une dette. Miller avait le visage creusé, les mains tremblantes, et ses yeux évitaient ceux de Wade comme s'il craignait d'y voir leur propre reflet. Wade ne le menaça pas. Il n'en avait pas besoin. Il parla lentement, posément, décrivant ce qu'il avait trouvé dans le ruisseau, le froid de l'eau, le poids du sac, les doigts du bébé qui s'agrippaient à la vie. Chaque mot était une pierre posée sur la poitrine de Miller. La confession finit par tomber, lourde et désordonnée. Miller expliqua sa faiblesse, la maladie de sa femme, l'argent promis, la peur des hommes de Crawford. Il admit qu'il n'avait pas eu le courage de tuer l'enfant de ses propres mains, comme si cette nuance pouvait encore le sauver. Wade l'écouta jusqu'au bout, sans l'interrompre, puis lui dit la seule chose qui comptait. Il n'y avait plus de milieu possible. Soit Miller parlait devant tout le monde, soit il resterait à jamais celui qui avait laissé un nourrisson mourir dans le froid. La honte, cette fois, eut plus de poids que la peur. Miller accepta de témoigner. Pendant ce temps, Mabel suivait son propre chemin, plus fragile et peut-être plus dangereux encore. Elle savait que Vivian Crawford n'était pas une ennemie, mais une femme enfermée. Elle se rendit à l'église à l'aube, à l'heure où Vivian venait parfois chercher un semblant de paix avant que la journée ne commence. La jeune femme était là, assise seule, les mains jointes, le regard perdu dans le vide. Mabel s'approcha sans brusquerie. Elle ne parla pas d'accusation, ni de scandale. Elle parla d'enfant, de respiration fragile, de nuit sans sommeil. Puis elle prononça les mots qui changèrent tout. L'enfant vivait. Viviane crut d'abord à une cruauté gratuite. Son visage se ferma, son corps se tendit, comme si elle se préparait à encaisser un nouveau mensonge. Mais Mabel continua, décrivant Hope, sa chaleur retrouvée, ses yeux, son sourire. Peu à peu, Viviane comprit. La douleur qu'elle avait portée pendant des mois se transforma en une colère sourde, puis en une certitude terrible. Son père l'avait trahie de la manière la plus absolue. Elle pleura sans bruit, non comme une enfant, mais comme une femme qui réalise que toute sa vie a été bâtie sur un mensonge. Quand elle releva la tête, il y avait dans son regard quelque chose de nouveau, une détermination fragile mais réelle. Elle accepta de parler, consciente que cela lui coûterait tout ce que son nom lui avait offert. Le jour où Arlen Crawford décida de venir chercher l'enfant, il arriva plus tôt que prévu, sûr de l'effet de surprise. Il se présenta avec ses avocats, des hommes bien habillés, des papiers impeccables et cette assurance propre à ceux qui n'ont jamais été contredits. Il pensait trouver une résistance isolée, quelques protestations vite étouffées. Ce qu'il ne prévoyait pas, c'était la réaction de Wade et de Mabel. Les cloches de l'église sonnèrent, appelant les habitants sur la place. Les gens sortirent de chez eux, d'abord par curiosité, puis parce qu'ils sentaient que quelque chose d'important se jouait. Wade parla le premier. Il raconta le ruisseau, le sac, le froid, sans emphase, sans colère apparente. Il décrivit simplement les faits, laissant chacun imaginer la suite. Puis Viviane s'avança. Sa voix tremblait, mais elle parla clairement, disant comment on lui avait menti, comment on lui avait volé son enfant. Inès confirma, ajoutant les détails qu'elle avait longtemps gardés pour elle. Enfin, Miller parla. Il reconnut son geste, nomma celui qui l'avait payé. À chaque confession, le visage de Crawford se durcissait, son masque d'autorité se fissurait. La foule changea de posture, les murmures cessèrent. Les regards, autrefois fuyants, se firent directs. Le shérif Owen Birch sentit le poids de ce moment s'abattre sur lui. Il comprit que ce n'était plus seulement une affaire de pouvoir, mais de regard collectif. Il choisit alors.
Devant tous, il passa les menottes à Harland Crawford. Le juge protesta, cria, rappela ses titres, ses relations. Mais ses mots tombèrent dans le vide. Pour la première fois, Redview voyait en lui non un maître, mais un homme acculé. Après l'arrestation, le silence fut lourd. Vivian s'approcha de Hope. L'enfant, pourtant, se tourna vers Mabel, cherchant l'odeur et la voix qui lui étaient familières. Vivian sentit la blessure la plus profonde de toutes. Comprendre que l'amour d'un enfant se construit plus qu'il ne se transmet par le sang. Elle ne cria pas, ne réclama rien. Elle demanda seulement à rester, à apprendre à être présente, sans imposer. Ce fut sa première décision libre. La victoire semblait acquise, mais Wade savait que Crawford ne tomberait pas sans tenter un dernier coup. Les avocats parlèrent déjà, cherchant à discréditer les témoins, à transformer la vérité en confusion. Pourtant, quelque chose avait changé. La peur n'était plus unilatérale. La ville avait vu, entendu, compris. Et Wade sentit que la confrontation la plus dangereuse n'était peut-être pas encore passée, mais que le mur du silence, lui, venait de se fissurer. Dans la maison, cette nuit-là, Hope dormait paisiblement. Wade la regarda longtemps, conscient que le combat n'était pas terminé. Il avait choisi d'affronter le pouvoir non pour se venger, mais pour empêcher que le murmure qu'il avait entendu dans le froid ne soit jamais réduit au silence. Les jours qui suivirent de l'arrestation de Harland Crawford ne furent ni calmes ni victorieux. Redview, longtemps figé dans une obéissance prudente, se mit à trembler comme une maison dont on retire brusquement les fondations. Les avocats du juge déchu se déployèrent aussitôt, parlant fort, écrivant beaucoup, cherchant à reprendre le contrôle par les mots là où il leur avait échappé par les regards. Ils attaquèrent la crédibilité de Royce Miller, le présentèrent comme un homme instable, motivé par la peur et la rancœur. Ils insinuèrent qu'Inès Navarro agissait par vengeance, qu'elle avait des comptes personnels à régler. Ils osèrent même suggérer que Vivian Crawford n'était pas en état de juger, que le choc émotionnel l'avait rendue vulnérable à des récits fabriqués. Tout était bon pour diluer la vérité jusqu'à la rendre méconnaissable. Wade Collins observait cette agitation avec une lucidité dure. Il savait que le pouvoir ne meurt pas facilement, qu'il se défend avec des armes invisibles, des procédures, des délais, des doutes semés dans les esprits. Il sentait aussi la fatigue s'accumuler en lui, non pas celle du corps, mais celle qui vient d'un combat prolongé contre des forces qui semblent infinies. Mabel, de son côté, tenait bon. Elle restait auprès de Hope, organisait les journées, apportait une stabilité silencieuse à une vie encore menacée par l'incertitude. Vivian venait parfois, discrètement, s'asseyait à distance, observait, apprenait à connaître son enfant sans chercher à la posséder. Chaque geste était mesuré, respectueux, comme si elle craignait qu'un mouvement trop brusque ne lui enlève ce qu'elle venait à peine de retrouver. C'est Inès qui apporta la dernière pièce, celle qui transforma la résistance en possibilité réelle de justice. Une nuit, incapable de supporter plus longtemps l'idée que Crawford puisse encore tirer les ficelles depuis sa cellule, elle demanda à voir Wade. Elle lui parla d'une chose qu'elle avait longtemps tue par peur, puis par habitude. Harland Crawford tenait un registre secret, une liste méticuleuse, écrite de sa propre main, où il notait chaque paiement, chaque faveur achetée, chaque silence rémunéré. Il n'avait jamais fait confiance à personne, pas même à ses alliés. Ce registre était sa garantie ultime, le moyen de rappeler à chacun ce qu'il lui devait. Il était caché dans son bureau, derrière le portrait de sa femme défunte, dans un coffre qu'il croyait inviolable. Wade comprit immédiatement l'enjeu. Si ce registre disparaissait, les avocats gagneraient du temps, brouilleraient les pistes, et Crawford pourrait encore entraîner tout le monde dans sa chute. Il fallait agir vite, avant que quelqu'un n'efface cette preuve. Vivian, malgré la peur qui la traversait encore, offrit son aide. Elle connaissait la maison, les habitudes des gardes, les moments de relâchement. Elle savait où son père se sentait le plus en sécurité, et donc où il avait choisi de cacher ce qui pouvait le détruire. Ils entrèrent dans la maison par une nuit sans lune, quand le silence semblait plus dense que l'obscurité. Chaque pas résonnait dans l'esprit de Wade comme un avertissement. Mais il avançait, guidé par une certitude simple. Il n'était plus seul. Dans le bureau, l'air était lourd, chargé d'une présence absente. Le portrait de la femme de Crawford dominait la pièce, figé dans une expression sévère. Wade écarta le cadre, révéla le coffre. À cet instant,
une voix surgit de l'ombre. Harlan Crawford était là, assis, une arme à la main, convaincu que la nuit lui rendrait ce que le jour lui avait pris. Il parla de loi, de propriété, de destin, comme si ces mots pouvaient encore peser. Il se voyait toujours maître du jeu. La porte s'ouvrit brusquement. Le shérif Owen Birch entra avec des hommes et un mandat. Ce fut un moment suspendu où la peur changea de camp. Le coffre fut ouvert légalement. Le registre apparut, épais, précis, implacable. Les noms, les sommes, les dates formaient un réseau bien plus vaste que ce que Wade avait imaginé. Il ne s'agissait plus seulement de Redview, mais d'un système qui dépassait le comté. Crawford fut emmené sans un mot de plus, privé cette fois de toute illusion de contrôle. Les conséquences furent rapides et profondes. Des enquêteurs arrivèrent, puis des marshals fédéraux. Des arrestations suivirent. La banque changea de main, des terres furent saisies, des hommes autrefois intouchables se retrouvèrent soudain seuls face à leurs actes. Redview traversa une période de chaos, mais aussi de vérité. Les conversations changèrent de ton. On ne chuchotait plus seulement par peur, on parlait pour comprendre comment on avait pu accepter si longtemps l'inacceptable. Viviane perdit presque tout ce que son nom lui avait garanti. Elle quitta la grande maison, renonça à l'argent, aux privilèges. Pourtant, pour la première fois, elle respirait librement. Elle passait du temps avec Hope, sans revendication, simplement présente. Wade et Mabel, après de longues démarches, obtinrent officiellement la garde de l'enfant. Ils ne coupèrent pas les liens avec Viviane, ni avec Nathan Cole, qui reparut un jour, amaigri mais vivant. Il avait survécu à une agression, soigné loin d'ici, et était revenu en apprenant la vérité. Le voir tenir Hope dans ses bras, vivant ce qu'on lui avait volé, fut un moment d'une douceur presque douloureuse. Ils construisirent, ensemble, une forme de famille que le monde n'avait pas l'habitude de nommer. Hope grandissait entourée de présences multiples, d'attentions sincères. Elle apprit à marcher, puis à parler, et il n'était pas rare qu'elle prononce 2 fois le mot maman, 2 fois le mot papa, sans que personne ne cherche à corriger cette vérité-là. Wade, qui avait vécu si longtemps comme une pierre, se surprenait à sourire. Il n'oubliait pas sa femme et sa fille, mais leur souvenir cessait d'être une punition pour devenir une mémoire qu'il pouvait porter sans se briser. Mabel, elle, apprenait à ne plus fuir l'avenir, à accepter que l'amour comporte toujours un risque, mais qu'il vaut d'être pris. Ils quittèrent The Redview au printemps, non pour échapper au passé, mais pour lui laisser sa place. La nouvelle terre était rude, les saisons imprévisibles, le travail incessant. Pourtant, chaque difficulté avait un sens nouveau. Hope grandissait, curieuse, attentive aux autres, consciente de son histoire sans en être prisonnière. Un soir, bien plus tard, Wade repassa près de Hampton Creek. L'eau était claire, paisible. Hope courait près de lui, riant. Il s'arrêta, regarda le ruisseau et comprit que l'endroit où il avait trouvé la mort était devenu celui où il avait retrouvé la vie. La fin de cette histoire ne résidait pas dans la chute d'un homme puissant, ni dans un procès retentissant. Elle se trouvait dans ce choix répété, jour après jour, de protéger, d'aimer, de rester. Parce que certaines familles ne naissent pas du sang, mais de la décision de ne pas détourner le regard quand un murmure appelle dans le froid. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. De nombreux récits forts et inattendus vous attendent encore. Découvrez les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez des histoires qui changent le regard sur la vie. Partagez cette vidéo avec ceux à qui il est important de rappeler que l'espoir existe toujours. Et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Il est fascinant de voir jusqu'où cette histoire est allée.